Alors, je commencerai par... il y aura 8 points, je vous préviens. Je ne sais pas si ça durera 1 heure, je ne pense pas, hein, moins que ça normalement. Il y aura 8 points. Donc, le premier point, bon, il est assez... Enfin, ce qu'on a vu aujourd'hui est assez représentatif de ça. Je vais pas insister beaucoup dessus, mais c'est vrai que depuis les premières techniques d'analyse du mouvement, notamment pour l'analyse de la performance sportive, avec l'apparition des chronophotos, si on fait un peu d'histoire à la Michel Parrat, on peut dire qu'on vit aujourd'hui une sorte de nouvel âge d'or de l'analyse de la performance qui est stimulé de façon très forte par le développement de technologies, les possibilités de mesures de plus en plus précises, de capitalisation, de traitement et de calcul qui se s'amplifient, qui augmentent, de stockage de l'information. Et on peut voir l'évolution de ces technologies de l'analyse de la performance, en particulier du mouvement, mais pas seulement du mouvement, aussi comment dire, l'analyse du jeu dans les sports collectifs, l'analyse des contextes de pratique, ce qu'ont présenté Paul et les entraîneurs ce matin et Bertrand Dumortier sur l'analyse d'un plan d'eau. Enfin, on voit bien que les outils se sophistiquent, les mesures deviennent de plus en plus précises. Et on peut se poser la question finalement d'un développement qui ouvre des possibles extraordinaires, en tout cas quasi illimités. C'est assez fascinant. Enfin, je trouve ça assez fascinant, moi, de voir cette évolution qui semble encore se augmenter. Pour l'anecdote, on a reçu il y a 1 semaine ou 2 dans notre laboratoire un ingénieur qui travaille dans une boîte qui produit un système de mesure des signaux électroencéphalographiques pour le sport. Et alors j'ai appris, à cette occasion-là, qu'il y avait des recherches qui se menaient et qui permettaient d'utiliser des systèmes portatifs pour des activités sportives, pour analyser les signaux encéphalographiques. Enfin bon, on va vers des horizons qui sont assez insoupçonnés. Alors, un nouvel âge aussi pour l'analyse de la performance, parce que même au niveau des travaux scientifiques, l'analyse de la performance est devenue une thématique de recherche depuis assez peu. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui se sont emparés plutôt des instruments de mesure pour en faire un véritable domaine de recherche en tant que tel. Et actuellement, il y a des ouvrages, des revues internationales, etc., de recherche qui s'appelle Performance Analysis et qui publie des articles un peu bizarroïdes dans le champ scientifique qui laissent tomber un peu la question des modèles théoriques, mais qui visent à questionner la performance le plus objectivement possible, telle qu'elle est. Donc dès que les choses sont mesurables, dès qu'elles sont objectivables, dès qu'elles sont caractérisables, alors on importe évidemment les méthodes qui sont utilisées dans différentes sciences, la biomécanique, etc., mais aussi aujourd'hui la science des réseaux, enfin ça va un peu dans tous les sens, pour caractériser les performances sportives. D'ailleurs, je me pose la question du fait que ça ouvre finalement un terrain d'entente nouveau entre chercheurs et praticiens, enfin entraîneurs en particulier et sportifs, parce que là il s'agit vraiment d'un domaine de recherche qui laisse un peu paradoxalement la théorie de côté. Ce qui compte, ce n'est pas l'explication des phénomènes biologiques, physiologiques, mais de caractériser de façon assez basique des choses qui peuvent être objectivées. Bon, et alors là, évidemment, ça c'est le domaine qu'on a vu depuis ce matin, enfin même depuis hier. On voit à quel point les technologies transforment les pratiques. Alors les transforment, il faudrait étudier ça, hein. Je ne sais pas si c'est beaucoup étudié dans le domaine sportif. Je pense que ça serait assez intéressant de voir comment les technologies, en tout cas, aujourd'hui occupent. Vous avez eu le système pitch ce matin avec Bruno Boucher et puis Sophie Barré. Vous avez dans tous les sports, on a des systèmes. En natation, il y a un système qui permet le MAD système, qui mesure la force de traction sur des palettes immergées. Enfin, il y a des systèmes. Vous avez vu aussi ce que vous a présenté ce matin Paul, etc. Bon,
Bref, il y a des médiations technologiques en tout genre. Alors, pour revenir sur la question de est-ce que ça écarte l'entraîneur de son vrai travail ou est-ce que ça s'intègre à son travail, est-ce que ça transforme son travail? Je pense qu'effectivement, en tout cas, je trouve que c'est une excellente question, je reparlerai de ça tout à l'heure, mais on peut penser en tout cas que il y a une sorte de genèse à la fois des technologies et des pratiques, enfin des façons, des usages, qui est conjointe et que ça transforme le travail de l'entraîneur en développant des fois ses possibilités et en l'écartant aussi d'autres fois de son travail. Bon. Alors, faisons un petit peu d'anticipation ou de science-fiction. Là, c'est là où je me suis laissé aller par moment. Le démon de la place chez les sportifs, c'est une question un peu surprenante. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, la place, c'est un philosophe du 19e siècle, enfin un cheval 18e, 19e siècle, qui a théorisé la question du déterminisme. Donc, grosso modo, l'idée que que tout phénomène est lié à une cause qui est un antécédent et qui le produit, et qui le produit comme effet. Bon. Et donc, en fait, qui a un peu théorisé la question d'un déterminisme pur, tout effet a une cause. Et si on va au bout de ce raisonnement, donc il a proposé une expérience de pensée, c'est-à-dire un raisonnement un peu spéculatif, qui consiste à dire, bon, alors imaginons une force qui connaîtrait une intelligence, pardon, qui connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, donc des éléments de l'univers, si on veut, hein, de façon très générale, alors on connaîtrait, plus rien ne serait incertain, on connaîtrait du coup tout sur ce qui adviendrait, et tout sur tout. Hein. Donc finalement, la science, à ce moment-là, serait finie. Hein. On aurait bouclé, on aurait, ça y est, on sait tout sur tout maintenant. Et d'une certaine manière, si je fais cette réflexion qui est complètement, vous voyez, qui est un peu vraiment très spéculative, c'est que je sens qu'il y a quand même un mouvement vers cette idée que si on arrive à tout mesurer, dans le domaine de la performance, aussi bien les éléments de la fonction neuromusculaire, l'activité encéphalographique, et puis aussi des contraintes mécaniques qui pèsent sur le sportif, et puis aussi, on peut aller comme ça à l'infini. Eh bien, un jour, on connaîtra tout et on saura exactement pourquoi l'archer a mis la flèche 2 cm au-dessus de la cible, etc. Alors, pour poursuivre un peu sur cette question, je partirai à nouveau d'un petit exemple. C'est presque une anecdote aussi avec un des étudiants avec qui je travaille dans le cadre d'une thèse. Lui, c'est un orienteur. Alors, je vais vous sortir un petit peu du secteur nautique, hein, mais c'est un orienteur, il fait de la course d'orientation. Et un jour, expert, hein, c'est un bon orienteur, et je lui ai demandé de m'expliquer comment il s'entraînait, comment il analysait la performance. Alors il m'a montré des trucs assez rigolos. Bon, alors ça, c'est des choses qui sont assez classiques. Caméra embarquée sur des petites lunettes là chez les orienteurs, et avec donc ils ont des montres GPS, et puis on voit leur trajectoire en temps réel en relation avec la caméra. Donc en voile, on fait ça depuis 20 ans, on a 20 ans d'avance sur l'orientation. Bon, ok, et puis ensuite il me dit oui, mais ça c'est super intéressant, surtout qu'ensuite on a un logiciel qui nous permet de reconstituer la trajectoire GPS là, dans une course de plusieurs orienteurs qui courent en même temps, hein, qui font le parcours en même temps. Et donc on a la trajectoire GPS des orienteurs. Alors ça, c'est aussi assez intéressant pour ceux qui transmettent et qui commentent les épreuves en temps réel, pour le public. Parce que les orienteurs sont dans la forêt, on ne les voit pas, hein. Le public, c'est difficile pour eux. Mais on peut aussi traiter toutes ces données sur un logiciel qui permet bien sûr de reconstituer la trace de chaque orienteur et aussi de filtrer. Par exemple, là, vous avez sur ce diagramme les différentes vitesses
qu'a pris l'orienteur sur le parcours, donc plus c'est vert et plus c'est rapide, avec une représentation graphique en bas qui est superposée. On peut avoir la fréquence cardiaque à chaque instant des orienteurs sur le parcours. Bon, donc on peut avoir comme ça, il m'explique que toutes ces données... Pardon ? Exactement. Ah, en course d'orientation ici déjà ? D'accord. Vous voyez, c'est d'une banalité affligeante ce que je vous présente. Bon, donc, merci de me le faire remarquer, Michel. Ça crée là, dans mon exposé, tu vois, tu viens de créer une rupture émotionnelle assez... Déjà que c'était pas brillant avant, alors là, maintenant... Ça, c'est à ça qu'on reconnaît les copains. En tout cas, il m'expliquait, pour poursuivre quand même mon petit effort, il m'expliquait qu'avec ça, grâce à ça, du coup, il pouvait accéder à tous ces paramètres de la performance, et que là, avec ça, il avait une vision extraordinaire de la performance de l'orienteur, et que donc après, il lui suffisait, de filtrer. Et là, on retrouve, c'est assez amusant d'ailleurs, on retrouve une table finalement de données assez proche de celle que Paul nous a présentée ce matin, en nous disant mais ça on ne sait pas quoi en faire, finalement c'est pas exploitable en l'état. Et finalement la question qui se pose par rapport à ça, c'est véritablement comment on fait pour, avec l'ensemble de ces matériaux, avec l'ensemble de ces données, pour faire la synthèse de tout ça et avoir une idée de la performance. Et comment on passe comment on recolle les morceaux. Est-ce que plus d'informations permet nécessairement de mieux comprendre la performance? Il y a un peu ce fantasme que plus on ajoute d'informations, mieux c'est. Alors évidemment, c'est pas ce que j'ai entendu pendant ces 2 jours, hein. Il y a une approche que j'ai trouvée beaucoup plus subtile et déjà complexe de la performance plutôt. Et donc, quand on part de cette idée d'accumuler un grand nombre de données qui sont parcellaires, qui sont nécessairement une atomisation, etc., et qu'on procède par ce qu'on pourrait appeler une réduction analytique, c'est-à-dire plus on va vers de l'élémentaire et mieux c'est, hein, et plus on accumule des données plutôt élémentaires, de plus en plus précises, de plus en plus ténues, eh bien... plus ça devient difficile de reconstruire le système de la performance en tant que fonctionnant comme totalité complexe, comme un tout qui a une cohérence, qui a une logique, qui a une organisation, et ce terme-là me semble important. Et donc plus ça m'empêche de faire un autre type de réduction, parce qu'on l'a vu depuis hier, la performance c'est archi complexe. Au niveau du sportif, au niveau disons de la cellule d'accompagnement de la performance la plus directement proche du sportif, au niveau plus global d'une institution sportive, au niveau encore plus global du champ international de la compétition. Hier, sur le petit diagramme, la cible de Pierre Salamé, on voyait que, bon, alors là, comment rentrer dans cette complexité? On est obligé de réduire. Paul Yashkin, avec ses camarades de la voile, il est obligé de réduire à modéliser le système de vent sur un plan d'eau. On est obligé de modéliser un système mécanique. On est obligé de réduire. Mais comment se font ces réductions? Pas n'importe comment. En tout cas, de façon à conserver une certaine cohérence d'un système. Un système qui a une certaine logique propre qu'on peut étudier sans que ça soit un découpage trop important, qu'on peut étudier en tant que tel. Alors, il y a plusieurs problèmes. Bon, il y a des choses que j'ai déjà dites. Le caractère irrémédiablement lacunaire de toute analyse. Quoi qu'on fasse, on n'aura pas tout sur tout. Hein. Bon, même si on pouvait, donc on met à chaque fois qu'on analyse quelque chose dans l'ombre aussi tout un ensemble de phénomènes qu'on ne va pas analyser. Deuxième problème qui est assez important, et celui-là je reviendrai dessus un peu tout à l'heure, c'est que finalement on mesure que ce qui est mesurable, quoi. Et c'est un peu l'histoire vous connaissez tous, de l'ivrogne qui cherche la clé la nuit sous un lampadaire, hein, et puis il cherche,
dans son halo de lumière, et puis quelqu'un qui s'approche, qui lui dit, qui vient l'aider, qui lui dit que vous avez perdu quelque chose, qui dit oui, j'ai perdu ma clé. Bon, ils commencent à chercher tous les deux, et puis finalement ils trouvent rien, et donc il dit mais vous êtes sûr que vous l'avez perdu là? Il dit non, non, mais il n'y a que là qu'on voit quelque chose. Donc en fait, comment dire, dans cette histoire, c'est un peu cette idée-là. On ne mesure que ce qui est mesurable. Et donc toutes les dimensions qui sont, et on l'a vu depuis hier de façon extrêmement importante, qui sont des dimensions intuitives, qui sont des dimensions beaucoup plus d'ordre émotionnel, des dimensions très très singulières, propres à des événements, à des moments que chacun va interpréter à sa façon. Bon ben là, qu'est-ce qu'on fait avec tous les outils de mesure qu'on a? Et pourtant, à certains moments, on considère que c'est ça qui va faire la différence, ou que c'est ça qui constitue un élément clé de la performance. Donc ça, c'est un deuxième problème important. Et puis le troisième problème, c'est que, bon, et ça c'est un problème assez, finalement assez classique, on en a parlé aussi hier, quelqu'un a évoqué l'approche de l'intelligence collective chez Christian Gourcuff, je crois que c'est Stéphane hier. Donc effectivement, on sait que dans certaines organisations, enfin dans beaucoup d'organisations de systèmes complexes, le tout ne se résume pas, les propriétés du tout ne se résument pas à celles de ses parties. Et donc voilà. Donc en fait, il faut passer à un autre type d'analyse que à celui qui voudrait qu'on fasse une analyse par addition de facteurs. Alors bon, voilà, ça c'est une façon de vous inciter à faire une petite lecture qui pourrait être assez utile, enfin peut-être, je ne sais pas. Je vais vous donner 4 postulats fondamentaux qui rejoignent ce que ici j'ai posé comme le prisme de la simplexité. Alors la notion de simplexité, c'est une notion que sans doute beaucoup connaissent ici déjà, mais c'est une notion qui a été popularisée par Alain Berthoz, qui est un neurophysiologiste, bon, quelqu'un qui travaille sur le sens du mouvement, sur grosso modo l'adaptation humaine aux situations, mais d'un point de vue neurophysiologique. Et Berthoz, il est parti de cette propriété fondamentale de tout système vivant qui est finalement celle d'avoir toujours trouvé des solutions basées sur des principes relativement simples, pour s'adapter à des situations qui sont toujours, elles, archi-complexes, incertaines, avec beaucoup d'éléments en interaction, etc. Et pourtant, quand on voit les adaptations humaines et les adaptations sportives de haut niveau, c'est finalement ça repose sur des principes qui sont relativement simples. Sauf que c'est pas si simple à trouver, ces principes-là qui sont simples. Et c'est pas si simple à construire. Donc là, il y a une autre voie assez intéressante qui amène à se dire, finalement, analyser la performance, c'est pas essayer de découper tout et de façon extrêmement élémentaire, mais c'est essayer plutôt de trouver les principes organisateurs, les principes clés, les principes structurants de l'activité que je suis en train d'analyser. Et ces principes, ils résultent, dans le cas de la performance, et là aussi plusieurs l'ont souligné, alors à leur façon et de manière assez différente, que ce soit hier Gilles Monnier, quand il parlait des histoires et des trajectoires comme ça de ces sportifs dans certains événements de leur vie rejaillissaient à d'autres moments dans leur carrière. Et puis aussi quand il a été évoqué le cas de Tony Estanguet hier et son histoire, la transformation finalement des besoins au cours des préparations olympiques, il y a eu plusieurs moments où ce qu'a présenté François Le Castrec également hier, il y a eu plusieurs moments où on voit que finalement ces principes ils rentrent aussi dans l'histoire d'une personne qui se construit et ils sont relativement singuliers. En tout cas, ils résultent de l'histoire d'un couplage particulier entre un sportif et son environnement, et qui laisse une trace, qui laisse une mémoire, qui laisse des éléments qui sont structurants chez ce sportif. Bon, troisième point, l'analyse de la performance, il faut
partir aussi de l'idée, c'est aussi Berthoz qui précise ça un petit peu, que ça a une organisation modulaire. Certes, on peut pas, il ne s'agit pas de découper tout en parties élémentaires, mais il y a des modules qui fonctionnent et qui coopèrent ensemble pour produire la performance. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder et d'optimiser finalement le fonctionnement de chacun de ces modules. Et enfin, c'est un autre point, c'est que cette performance, elle résulte de l'action d'un sportif. Alors j'ai mis, je ne sais pas si c'est très compréhensible comme ça, mais en action et en situation 2. 3 petits points. C'est-à-dire que le sportif, c'est un sportif qui fait quelque chose, quoi, qui est tendu vers quelque chose et qui est en situation, qui donne des significations à ce qu'il vit, qui, on l'a vu, mais ça a été en permanence au cœur des témoignages qu'on a eus depuis hier. Que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre à l'écart en se disant ben non, ça c'est ok, chacun a sa subjectivité, chacun a sa... Non, je pense que ça c'est consubstantiel, ça fait partie de la performance aussi. Et voilà, si on part de ça, comment on analyse la performance? Alors là, vous allez vous dire vraiment, là, il exagère, c'est un peu trop simple. Alors l'idée de simplicité, c'est prendre la performance comme finalement des formes, des Gestalt en anglais, en allemand, ces formes. Et donc dans cette image, bon, qui est assez classique en psychologie de la perception visuelle, quand on demande aux gens de dire ce qu'ils voient, ben, ils nous disent on voit 3 ronds et puis 2 triangles qui sont superposés par-dessus. Et en fait, très objectivement, il n'y a pas de triangle, il n'y a aucun triangle. Il y a des lignes brisées, enfin en V, mais nous on voit des triangles. Et finalement, ce principe simplificateur, on l'utilise en permanence sans s'apercevoir, c'est-à-dire qu'on donne du sens en permanence à des formes qu'on reconnaît comme telles. Comme ce que j'ai écrit en dessous, l'analyse de la performance comme énigme policière, on n'a pas besoin de tout pour comprendre. Bon. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on n'a pas besoin de tous les éléments. Pour comprendre le sens, on a besoin de comprendre la cohérence de l'ensemble. Alors c'est des idées, hein. Je ne sais pas après comment on fait. Un autre point, c'est que, et je reprends un terme que j'avais bien aimé dans une conférence qu'avait faite Claude Fauquet, il disait, ben voilà, dans la performance, il y a le visible et l'invisible. Bon, j'ai repris cette métaphore de l'iceberg, mais on peut voir la performance comme étant à la fois liée à un monde objectif, ce que l'entraîneur peut voir de l'extérieur. Grosso modo, c'est la performance vue de l'extérieur qu'on peut mesurer. Et puis, il y a aussi la performance du dedans, vue de l'intérieur, le monde phénoménal. Et la question qui se pose, et je trouve qu'elle se pose en filigrane un petit peu depuis hier aussi, c'est comment on articule les deux. Comment on fait une analyse de la performance qui soit acceptable, qui coupe pas à la fois ce que vit l'athlète et ce qu'on peut mesurer. Et dans les exemples d'ailleurs qui ont été donnés à plusieurs moments depuis hier, en particulier dans ce que Paul a présenté ce matin sur la manière dont il utilise l'expérience des athlètes pour orienter l'analyse des caractéristiques mécaniques de certains, enfin des mâts, je crois, ou je sais pas, ça pourrait être des dérives ou autre chose. Et ben c'est finalement une façon d'articuler les deux et c'est très intéressant. Alors finalement, ce qu'il convient de repérer en termes de programme, c'est plus un programme ou des idées générales que je lance là, c'est finalement, et ça a été, le mot même a été utilisé ce matin par Bruno Boucher, il s'agit de repérer dans l'analyse des signatures de la performance. Et ces signatures de la performance, bon, c'est assez trivial ce que je vais dire, mais quand vous regardez des sportifs fonctionner, vous repérez dans le langage courant, on va appeler ça des styles techniques, des façons de faire, des habitudes, etc. Mais c'est assez intéressant de voir à quel point les comportements comportent des typicités, comportent des éléments typiques qu'on va reconnaître chez tel ou tel sportif.
Là, bon, je donne deux exemples, messieurs, je ne suis pas du tout tennisman ni spécialiste, mais elles m'ont frappé ces images. J'ai trouvé plein d'images de Federer où on le voit à peu près dans la même situation, dans des matchs très différents. C'est la même organisation comportementale qu'il adopte. Et ça, c'est une image, une métaphore, mais si on prolonge un tout petit peu l'analyse, ce qu'a présenté Bruno ce matin, les signatures qui sont mesurées avec le système PICH, par exemple, finalement, elles donnent une idée, mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement la mesure de ce qui se passe au début, à la fin, etc. C'est plutôt la forme, le patron qui est le plus intéressant, et en quoi ça instruit finalement sur le style technique du rameur ou des rameurs. Si on revient à la CO, donc cet étudiant dont je vous parlais tout à l'heure, lui, il me dit, mais avec ça, c'est vrai, quels vont être les bons indices de la performance? Et en manipulant un petit peu ces données, alors c'est des trucs tout simples à faire, hein. Lui, il s'est amusé à faire des analyses fréquentielles pour regarder chez des orienteurs, chez différents orienteurs, le pourcentage du temps qui passait pendant une course d'orientation à une vitesse donnée. Donc quel pourcentage du temps il passe à 1 km/h, à 2, à 3, etc. Et ça donne ça comme graphe. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'il s'est aperçu que chez des orienteurs experts, et ben finalement ça donnait de façon assez systématique le patron du haut. Je m'étais cherché l'intrus parce qu'évidemment le dernier graphe présente une grosse différence. Et vous pouvez imaginer, hein, si vous imaginez que ici c'est les vitesses lentes, qu'il ne s'agit pas d'un expert cette fois-ci. Bon. Mais du coup, ça donne une forme qui permet de repérer chez des orienteurs de différents niveaux leur proximité ou pas de la forme ou du patron d'un orienteur expert. Bon. Donc là, voilà, c'est un petit peu dans le même ordre d'idées. Lui, il s'est même intéressé à la façon dont ces patterns se transforment au cours de l'apprentissage. Donc, ça rejoint une idée qui avait beaucoup été, évoquée depuis ce matin. Comment présenter les résultats, présenter les données, les mesures, d'une manière qui soit lisible. Paul disait ce matin, il en faisait comme si c'était un problème un petit peu moins majeur, ou en tout cas moins important que la précision de la mesure, etc. Ben moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est-à-dire que je pense que c'est un problème majeur et que ce n'est pas seulement une question de présentation des résultats, au même titre qu'on pourrait faire une belle diapositive ou une diapositive moins belle. Non, parce que ça suppose une façon d'appréhender fondamentalement ce que c'est que la performance. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un tout qui fonctionne selon, avec une globalité, et aussi d'appréhender le fonctionnement du sportif ou de l'entraîneur qui va utiliser dans son activité cette information. Et donc lui présenter de façon simple ou présenter des organisations, des schémas qui sont inducteurs, des schémas qui sont faux théoriquement, mais qui sont juste d'un point de vue pragmatique ou du point de vue de l'efficacité de l'action, eh ben on est vraiment dans je trouve dans cette orientation-là. Alors, bon, je vais aller très vite là-dessus parce que ça a été, il y a eu pas mal d'exemples présentés de façon beaucoup plus incarnée et puis plus sympa par Gilles hier. La performance comme expérience vécue et située, donc je passe sur le côté de la performance du dedans maintenant. La signature, ça caractérisait un peu une approche de la performance du dehors, et avec un extrait d'entretien de Franck Dumoulin, qui est un champion de tir, et qui explique, je crois que c'était à Sydney, qu'il a eu une médaille d'or en tir. Et c'est un entretien qu'il a donné à Hubert Ripoll dans son ouvrage qui s'appelle Le mental des champions. J'ai connu l'état de grâce pour la médaille d'or de Sydney, une intensité de la première balle à la dernière balle, avec un engagement total, une sensibilité extrême, rien ne m'échappait, je voyais toutes les moindres alarmes, les plus petites alertes, obéissant vis-à-vis de moi-même. J'étais dans la zone rouge. Enfin, il décrit une expérience. Bon, c'est assez. Dans ce bouquin, il donne beaucoup de ce genre d'exemples. Il décrit une expérience intime de ce qu'il a vécu au moment des Jeux, qui d'ailleurs qu'il a vécu là
et qu'ils n'avaient pas vécu avant. Donc ça amène à se poser des questions parce qu'on passe du temps à se préparer pour quelque chose qui finalement est inconnu du coureur, enfin du joueur ou du coureur ou de l'athlète lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui produisent des très hautes performances et qui sont inédites. C'est-à-dire que l'athlète vit à ce moment-là, en découvrant tout ébahi lui-même de ce qu'il est capable de faire à ce moment-là, etc. Mais ça, c'est pas. Je pense qu'il faut se dire que c'est pas anecdotique. C'est à prendre au sérieux d'une manière. Voilà, d'une manière un peu instrumentée dans le cas de l'analyse de la performance. Alors comment alors bon, là, il n'y a pas de panacée. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire et qui vont dans ce sens-là. Je pense que beaucoup d'entraîneurs, d'ailleurs, et d'accompagnateurs de performance ont des pratiques qui, intuitivement, empiriquement, qu'ils ont développées d'une manière en se formant, voilà, par leur expérience sur le tas, par leur vécu, par leur sensibilité, et adoptent des modes extrêmement proches de ce que je vais présenter là. Alors là, ce que je propose, c'est l'idée qu'il y a quand même une dimension subjective qui est assez facilement accessible à l'entraîneur ou à des observateurs et assez facilement raccordable à des intérêts techniques, tactiques, enfin des intérêts liés vraiment à la performance. C'est ce que dans un jargon un petit peu pompeux encore une fois, on appelle la conscience pré-réflexive. C'est-à-dire cet état ce niveau de la conscience d'un sujet qui est finalement la conscience de ce qu'il est juste en train de faire au moment où il le fait, quoi. C'est-à-dire la conscience de la situation, de sa présence au monde, ses intentions, ses communications au moment où il les fait, ses pensées, ses focalisations à ce moment-là. Et que ça, si on le fait d'une manière un peu systématique, par exemple là dans le cadre d'entretien d'autoconfrontation qu'on a fait avec des rameuses du pôle France d'Aviron de Nantes, eh bien ça permet de mettre en relation des dimensions objectives qu'on peut mesurer avec des dimensions plus subjectives, mais qui vont permettre de découvrir des choses assez intéressantes. Donc par exemple, là dans ce cas-là, ça nous a permis, c'est dans un travail assez exploratoire qu'on fait d'ailleurs en collaboration avec Bruno Boucher qui était là ce matin, enfin plutôt avec les athlètes du pôle qu'il dirigeait, ça nous a permis de montrer finalement des différences de coordination inter-rameuse au sein des équipages assez marquées, assez intéressantes. Bon, pour en donner deux très vite qui nous ont interpellés, dans les coordinations en sport, la plupart des coordinations sont analysées en termes d'interaction assez directe entre les deux qui amène à un sportif, je sais pas, dans un sport collectif, un sportif qui fait un appel de balle, finalement c'est un sportif qui envoie une information à l'autre pour que l'autre lui fasse une passe, etc. Donc en fait on a un jeu d'influence mutuelle pour se coordonner. Hein. Soit j'envoie une information, soit je demande une information, soit... Et donc ce schéma-là, c'est le schéma 1, quand j'exerce une influence ou quand je m'ajuste à l'autre, au comportement de l'autre, c'est finalement le cas de figure qui est le moins représenté, et c'est celui qui est le moins directement associé à la performance, ce qui est assez intéressant parce que dans les sports collectifs, c'est pas du tout ce qu'on observe. Et qu'en aviron, quand c'est performant, c'est dans deux cas de figure assez différents entre eux d'ailleurs. C'est un cas de figure où finalement elles cherchent à se coordonner en essayant d'être le plus juste techniquement chacune. Donc en fait, pour se coordonner, ce qui est un peu paradoxal, elles se concentrent sur ce qu'elles sont en train de faire, elles, et essayer d'être justes, d'avoir une justesse technique la plus grande pour donner la plus grande consistance et la plus grande fiabilité à l'autre, à sa partenaire, ou bien c'est un oubli total de la partenaire, et là elle nous parle que de glisse, que du bateau et que des réactions du bateau dans lesquelles elle englobe la partenaire, mais d'une manière totalement indifférenciée. Et ces modalités-là, on les obtient. Alors là, justement, voilà, on ne peut pas mesurer tellement ça facilement, mais on les obtient grâce à ce genre de méthode. Alors comment analyser la performance du dehors
enfin articuler pardon, la performance du dehors et la performance du dedans, parce que finalement ça reste deux domaines. D'un côté il y a les ingénieurs qui font des mesures très précises, et puis de l'autre il y a les entraîneurs, mais aussi les psychologues qui vont qui vont étudier la subjectivité, des choses un petit peu plus enfin moins précises, moins objectives par nature. Eh bien, là, je proposais en fait de partir de quelque chose qui, je trouve, s'est renforcé ces derniers jours, c'est dire que finalement, les athlètes, c'est vraiment les meilleurs capteurs qu'on puisse imaginer, quoi. Ils sentent des choses que même qu'on n'aurait pas pu prédire avec seulement un système de calcul, de mesure, etc. Je vois Paul ça me rassure, je vois Paul qui dit oui. Michel, toi tu dis rien, parce que on a déjà... Bon, donc... et donc, un premier principe, c'est que toute finalement analyse de la performance, elle doit autant que possible être connectée à l'expérience de l'athlète et à voilà, ce que j'appelle là son monde propre de la performance, c'est-à-dire à la façon dont lui va ressentir ces changements, etc. C'est les modifications qui sont induites parce que s'il ne les perçoit pas, s'il ne les sent pas, ça pose d'emblée un problème, quoi. Ça pose d'emblée un problème. Et c'est l'athlète aussi qui nous donne les meilleures, je trouve, nous donne les meilleures pistes pour savoir où chercher. Sinon, dans l'absolu, il y aurait une piste d'ouverture, un champ de possible extrêmement ouvert pour optimiser la performance, mais vers où aller prioritairement? Et là, je pense que la perception par l'athlète de ce qu'il fait et les sensations qu'il peut avoir, c'est fondamental pour prioritariser ce qui doit être analysé de façon forte. Et donc, c'est ce principe numéro 2, c'est que cette articulation, elle doit autant que faire se peut, accorder une primauté à l'expérience des athlètes. Bon, là j'avais prévu un petit exemple, je me rends compte que je suis un peu long, c'était prévisible, mais enfin non, je vais quand même le faire. C'était un exemple de comment 10 minutes, ah bah c'est royal, ça va. Je croyais que j'étais... ça c'est Michel qui me met la pression là. Donc, je prends un tout petit exemple d'une rameuse qui était, c'était la rameuse qui était à la nage, hein, donc qui est à l'arrière du bateau, mais à l'avant par rapport à l'autre. Enfin, bon, dans l'aviron, il faut toujours se recaler par rapport à ça. Et donc, et cette rameuse, elle avait l'impression d'être poussée, enfin, elle avait la sensation d'être rattrapée dans le retour sur la coulisse par sa coéquipière. Or, dans ces bateaux d'aviron, bon, il y a un principe qu'il développe à l'entraînement, c'est que c'est plutôt le chef de nage, donc la numéro 1 qui parle, qui imprime la cadence, et l'autre doit s'ajuster. Alors ça c'est la théorie, en réalité ça ne se passe pas exactement comme ça, mais disons c'est un peu ce qui se dit, c'est la chef de nage qui doit fixer la cadence et l'autre s'ajuste à cette chef de nage. Or là la chef de nage n'arrive pas, elle dit j'arrive pas à poser ma ramerie, elle me pousse, elle me précipite, j'ai pas le temps de poser ma ramerie. Bon. Alors là, justement, on est allé faire tout un ensemble de mesures mécaniques grâce à Pitch, et où on s'est intéressé, alors je vous passe le détail, mais on s'est intéressé à tester plusieurs hypothèses. Alors si elle sent qu'elle la pousse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être qu'il y en a une qui a une amplitude de balayage du mouvement de rame moins grand que l'autre, et donc qu'elle commence son mouvement avant, ou bien ça veut dire qu'elle a une attaque un peu plus rapide, qu'il y a un décalage à l'attaque, ou bien ça veut dire... Donc on a testé toutes sortes d'hypothèses pour finalement... Mais alors, c'est une enquête, hein, vraiment, on a testé un truc, non, c'était pas ça, c'était pas ça, c'était pas ça. Et puis on s'est dit, ben, elle a le sentiment d'être poussée, c'est que déjà sur le siège, il y en a une qui doit revenir un peu plus vite que l'autre, sinon on ne comprend pas. Enfin, et donc, la vitesse des retours était la même. Enfin, la vitesse des retours globaux était la même. Par contre, on s'est aperçu qu'il y avait une différence dans l'organisation
du retour. Il y en a une qui revenait finalement, qui accélérait sur le début du retour et qui décélérait ensuite, et l'autre qui était plus lente sur le début du retour et qui accélérait ensuite. Ce que donne comment dire, ce que donnent ces deux graphes. Et donc finalement, ça nous a éclairé, et les athlètes aussi, ça a donné un sens à la sensation de l'athlète, une signification précise à la sensation de l'athlète, mais sans elle, on ne serait pas allé chercher ça. Donc c'est extrêmement... c'est des modalités d'analyse à, bien sûr, à coupler. Alors là, vous avez une photo avec Jean-Jacques Dubois et sa tablette, mais il s'est reconverti dans la gymnastique acrobatique, et donc il entraîne l'équipe de tumbling, je crois, ou je sais pas. Bon, alors le dernier point, il est un petit peu décalé, mais c'est plus sur l'usage des technologies et l'aide à la performance. Alors, on revient sur des questions qui se sont posées tout à l'heure. Quelle transformation du travail des entraîneurs? En quoi, finalement, ces outils-là sont de réelles aides? Comment ça s'intègre à leur travail? Ou en quoi ça peut être des prothèses? En quoi ça peut être des choses qui les détournent de leur travail? Ça, c'est des questions extrêmement intéressantes et compliquées. Et par contre, moi, ces 2 jours-là, je me suis dit, mais par rapport à il y a 20 ans, enfin, je trouve qu'il y a un progrès immense dans l'intégration intelligente des technologies. Alors, c'est pas pour vous passer de la pommade et puis qu'ensuite vous me disiez que aussi ce que j'ai présenté c'était très intéressant, mais c'est juste pour dire que vraiment je perçois qu'il y a une réelle intégration et qui prend en compte véritablement le sens pratique, enfin l'intelligence pratique des entraîneurs qui ont un œil aiguisé, etc. Et aussi les intérêts et limites des outils technologiques qui peuvent être utilisés. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Bon. Donc finalement, entre l'entraîneur qui analyse la performance et l'activité et les performances des athlètes, je vois 3 schémas assez contrastés. Alors, je ne fais pas dans la nuance, mais tant pis. Finalement, effectivement, il y a un cas où les technologies peuvent détourner l'entraîneur de l'analyse. Alors, ce que j'appelle l'analyse du réel de la performance. C'est-à-dire où les instruments technologiques laissent penser que ce que les entraîneurs analysent lorsqu'ils sont devant leurs données, leurs mesures, etc., c'est la performance. Mais non, la performance, elle n'est pas là. Elle est vivante sur le terrain. Et ce qu'on voit sur l'écran ou sur ces données, ce sont simplement des réductions, des avatars de la performance. Donc là, il y a en tout cas un écueil à éviter, qui est finalement de donner plus de crédit à ce qui est mesuré parce que c'est mesuré, que à la réalité qui est certes plus complexe, certes moins pure parce que tout se mélange, etc., etc. Et ça, c'est un problème qu'on retrouve, que j'ai pas du tout retrouvé là, mais que moi je retrouve dans certains cas avec certains outils qui vous permettent de faire de l'évaluation des sollicitations, de faire de l'évaluation de faire de la programmation de l'entraînement, de l'évaluation des charges d'entraînement, etc. Et donc là, l'entraîneur se situe finalement comme une sorte d'interface entre les outils et la performance. C'est-à-dire que c'est l'entraîneur qui se met au service de la technologie, et là, c'est pas très bon, je pense. Deuxième modalité, c'est lorsque les technologies sont vraiment utilisées comme des aides, et où là, elles constituent une interface ou une ressource parmi d'autres, parmi d'autres ressources dans la situation d'analyse. Et donc là, c'est quand ces outils s'intègrent au fonctionnement ordinaire. Quand j'entendais Jean-Jacques dire tout à l'heure, moi finalement, ce que je veux, c'est que je fais déjà mes trucs avec mes caméscopes et puis mon chrono, etc. Et là, ce que je veux, c'est finalement que ça me permette de gagner du temps, que ça soit plus confortable, que ça soit d'un point de vue ergonomique plus adapté à ce que je veux faire, etc. Et il y a effectivement des technologies et des instruments qui s'intègrent, qui permettent de faire ça, et ce qui a été présenté ce matin. Comment ça peut s'intégrer au fonctionnement ordinaire, c'est-à-dire comment ça peut ne pas perdre trop de temps, comment ça peut ne pas gêner finalement la qualité de l'intervention que je pourrais avoir autrement, etc.
Mais là, finalement, ce sont des outils qui sont encore, qui participent finalement à la situation de l'entraîneur. Le dernier stade étant, je trouve, l'appropriation de ces techniques, ou de ces technologies, et y compris d'ailleurs l'intégration dans le système des experts qui sont les plus souvent attachés à leur développement, dans l'activité de l'entraîneur et dans l'activité d'analyse de la performance elle-même. C'est-à-dire que cette appropriation est complète lorsque ces outils deviennent totalement transparents. Lorsque j'ai vraiment besoin, lorsque j'ai vraiment l'impression de faire mon travail d'entraîneur en les utilisant, mais en oubliant que je les utilise, quoi. C'est-à-dire que je suis non pas dans l'utilisation de ma tablette non pas dans le séquençage, mais je suis dans l'analyse des vrillages des voiles et puis la comparaison des voiles. Et pour ça, j'ai complètement incorporé, il y a plein d'outils qu'on a complètement incorporés comme ça, de la même façon que le tennisman, évidemment, il pense à son lift, il pense à la position et il pense plus à la raquette qu'il utilise, qui constitue un prolongement de son corps et qu'il a complètement intégré et qui est devenue complètement transparente. Alors évidemment, on n'en est peut-être pas encore là, mais je trouve que c'est un horizon quand même très, très intéressant à viser. Et voilà, je crois que j'ai terminé, il me semble à peu près dans les temps, cette intervention.